Bonjour à tous. Dans cette nouvelle capsule droit et photographie, je vais intervenir avec quelqu'un d'autre, c'est-à-dire Karine Schweitzer, qui est la co-auteure de notre ouvrage intitulé Checklist prise de vue aérienne. Et nous allons répondre à une question qui est souvent posée et qui nous a été transmise cette fois-ci par Fred, qui est le webmaster du blog Helico Micro. Alors, je mettrai le logo quelque part là autour de moi et je mettrai aussi le lien évidemment vers le blog de Fred sous la vidéo. Donc on commence tout de suite après le générique et je vais commencer à ce moment-là par laisser Karine se présenter en 2 minutes. À tout de suite. Voilà, nous sommes de retour. Karine, si tu veux rappeler qui tu es, ce que tu fais en 1 minute? Ouais, je vais essayer. Bah oui, tu vas Donc, y arriver. Karin Schweitzer, photographe de photos sociales, photographe de photos de drone avec la société Drone Session et formatrice à la théorie télépilote dans cette société aussi. Je fais des images où je peux et puis je suis spécialisée un peu plus sur la partie réglementation, effectivement, parce que les formations m'ont permis de gratter plus profondément, on va dire, dans cette partie du métier, mais je télépilote aussi de temps à autre. D'accord. En tout cas, oui, je vous confirme qu'on a bien bossé sur le bouquin. C'était déjà il y a un peu plus d'1 an, mais on s'en souvient encore. On s'en souvient. Et il y a eu Ouais. quelques changements aussi depuis. Oui, oui, alors oui, d'ailleurs, j'en profite aussi pour rappeler qu'il y a sur mon blog Droit et photographie, et je remettrai aussi le lien sous la vidéo, une section qui est exclusivement consacrée aux prises de vue aériennes, donc tous les articles qui concernent ce sujet-là, avec à la fois des articles d'actualité sur les prises de vue pendant les confinements, etc., mais aussi quand il y a des mises à jour importantes au niveau de la réglementation. Karine nous fait le plaisir de petits articles plus ponctuels. Il y en a eu un il n'y a pas très longtemps, donc je vous incite vraiment, si vous avez le bouquin, comme chaque fois on se réfère au contenu du livre, je vous incite vraiment à suivre cette partie-là du blog pour ne pas rater les nouveautés qui arriveraient. Voilà, donc je vais aborder la question numéro 1. En fait, il y a 2 questions, mais la première sera la plus longue. Heu, la question était la suivante: un télépilote loisir qui filme un événement, par exemple des inondations, et qui est ensuite approché par un organe de presse, par une mairie, et cetera, qui veulent acheter ces images, a-t-il le droit de les leur vendre? Donc Karine va d'abord rappeler, ce sera le gros de la réponse, les réponses au niveau de la réglementation aérienne. Donc prenez note parce que c'est pas toujours facile, et après ça, moi je verrai pour tout ce qui est autorisé au niveau de la réglementation aérienne, ce que peut faire ensuite le photographe en fonction de son statut ou de son absence de statut. Donc Karine, c'est à toi, je te laisse la parole. Ok. Donc, alors, dans la question, on parlait effectivement de télépilote loisir. Il n'y a plus autant cette scission pardon, entre le loisir et le professionnel avec les nouvelles catégories donc ouvertes, spécifiques et certifiées, même si la spécifique, elle est vraiment réservée aux professionnels, mais ils peuvent aussi aller vadrouiller sur la partie ouverte. Donc, je rappelle déjà que la catégorie verte, pour l'instant, elle est accessible qu'en limité, puisque les drones de classe C0 à C4 qui seront les drones à utiliser dans cette catégorie-là ne sont pas encore sortis. La réglementation, enfin la mise en place a été repoussée d'ailleurs il y Oui, a quelques... c'est ce qu'on avait dit dans un des derniers articles d'ailleurs, ouais. Voilà. Et du coup, en sous-catégorie limitée, on peut fonctionner donc en catégorie ouverte limitée, on peut fonctionner en sous-catégorie A1 avec des drones de moins de 500 grammes, mais le survol de personnes n'est pas possible. En catégorie A2 avec un drone jusqu'à 2 kg, et là, il faut par contre rester à plus de 50 mètres des personnes. Et en sous-catégorie A3, là, on va être plus embêté. C'est des drones qui peuvent aller jusqu'à 25 kg. Et il faudra rester à plus de 150 mètres de toutes les zones industrielles, récréatives, résidentielles et industrielles. Il y en a 4. Enfin bon, en gros, Ouais. à plus de 150 mètres À mon avis, de on aura très zones peu d'auditeurs dans cette classe-là. où il y a du monde, quoi. Donc, de façon générale, alors s'il y a un sinistre, s'il y a des inondations ou des choses comme ça,
on va de toute façon laisser la place à tout ce qui est secours, à tout ce qui est maréchaussée, on va dire. Donc, la proximité d'incidents, d'incendies, d'accidents ou de sinistres de façon générale, on ne volera pas principalement en catégorie ouverte de toute façon. Mais pour les pros, ben, c'est pareil, on ne va pas aller s'amuser à faire des images et empêcher les gens de travailler, de Et porter secours. ça, je t'interromps, c'est que les services de secours et des drones ou n'en est pas, ça ne change rien, Alors, j'imagine. Ben, j'ai si les services de secours n'utilisent pas eux-mêmes de drones, ça ne change rien. Il n'y a pas de ça possibilité change de rien, déranger. à part si on est réquisitionné pour Oui, faire des d'accord. images. Là, on pourra faire des images pour ces D'accord. entités-là, avec même des dérogations parfois. Je rappelle aussi que de façon générale, en catégorie ouverte, on n'a pas le droit de voler en agglomération en espace public. Donc, espace public, je rappelle aussi que c'est tous les espaces où on peut accéder librement, même sous conditions, c'est-à-dire le paiement d'un ticket d'entrée, par D'accord. exemple. Un parc aquatique, un machin comme ça. Exactement. Donc, c'est pas parce que c'est un lieu privé au sens Oui, qui ça n'appartient correspond à pas. voilà, à la Voilà. catégorie du lieu public au niveau du droit à l'image, en fait. Exactement. Ouais. Donc, il faut bien faire la différence entre espace public par rapport à ça et lieu privé qui appartient à quelqu'un de privé, mais c'est un espace public dans la D'accord. mesure où des gens y accèdent. OK. Dans tout ce qui est espace aérien réglementé et dangereux, donc là, on a des cartes sur Géoportail qui indiquent toutes ces informations-là. Elles sont relativement précises. Alors, il y a la Géoportail pour la catégorie verte, mais il y a aussi Géoportail qui est plus utilisé pour les professionnels et qui sera plus précise encore. Une carte OACI au 1/500 millième, mais il faut savoir la lire. Donc, il faut un petit peu d'entraînement là-dessus. Ouais. Tout ce qui est zone réglementée, zone dangereuse, c'est pendant les périodes d'activité. Pour les zones interdites en catégorie ouverte, c'est interdit d'office. De même que certains sites sensibles qui seront indiqués sur la carte Géoportail catégorie ouverte par un point rouge où on verra interdiction de voler. Il y a d'autres endroits qui sont interdits, c'est tout ce qui est parcs nationaux et réserves naturelles nationales. Donc là, pas de vol possible. Et bien sûr, tout ce qui va être espace contrôlé, donc dans les zones de contrôle d'aérodrome où il y a plus fort trafic, il y a ce qu'on appelle une CTR, où on devra rester en dessous de 50 mètres. Et à proximité des aérodromes, on aura des zones de protection drone avec des paliers à respecter qui seront indiqués aussi sur la catégorie ouverte, sur la carte de Géoportail. D'accord. Bien sûr, pas de vol en nuit aéronautique, sauf dérogation. C'est le seul cas où on peut obtenir une dérogation sur la catégorie ouverte. Oui, donc en fait, si on enlève toutes les exclusions que tu as évoquées, il n'y a plus beaucoup d'endroits au-dessus desquels le pilote de loisir peut filmer un événement de ce genre. Non, effectivement, alors on dit catégorie ouverte, mais quand on enlève toutes les restrictions, ça devient assez vite Catégorie compliqué. fermée. On passe sur la catégorie spécifique du coup, effectivement, donc Ouais. avec diplôme et tout ça. Donc, c'est pas diplôme et formation d'ailleurs. Maintenant, il y a des endroits où on peut encore voler, c'est sûr. L'essentiel dans ces cas-là, effectivement, c'est de ne pas gêner les secours, les enquêtes éventuelles ou autres. Et voilà. D'accord. Et à ta connaissance, ça arrive souvent que le pilote soit réquisitionné par les recours, par les secours, pardon, pour Alors, aller, je je pense sais que pas, c'est de trouver moins des en moins. victimes ou Je pense que c'est de moins en moins parce que ce soit le SDIS ou la police ou la gendarmerie, ils sont de plus en plus équipés en oui, interne. c'est ça. Ils ont Donc, leur propre ils ont drone. moins besoin OK, d'avoir recours aux opérateurs externes. Peut-être dans des cas très particuliers, quoi. OK. Bon, ben, donc c'est moi qui enchaîne alors et donc je pars du principe qu'on est sur une hypothèse où le vol est légal par rapport aux dispositions que Karine vient d'évoquer et moi je vais m'interroger en aval pour savoir si le télépilote, que je vais appeler photographe ou vidéaste, on va dire vidéaste pour simplifier,
est en droit ou non, soit de donner, soit de vendre ces images. D'accord? Et là, ça va dépendre essentiellement de son statut à lui, c'est-à-dire savoir si oui ou non il a une entreprise d'artisan ou d'auteur, et si ce n'est pas le cas, ce qu'il peut éventuellement faire. Alors tout d'abord, si le vidéaste a une entreprise et qu'il s'agit d'une entreprise d'artisan photographe, ou vidéaste, peu importe, là c'est assez simple. Il peut vendre ses images, il va faire une facture, on va dire à la mairie dans mon exemple. La mairie va lui payer sa facture et puis c'est réglé. Comme n'importe quelle cession de droit, je lui conseille quand même de bien délimiter l'étendue de cette cession de droit sur la facture, donc bien d'évoquer les supports sur lesquels la mairie va pouvoir les publier, etc. Si le vidéaste est auteur, donc un statut d'artiste, la réponse théorique sera la même, avec toutefois une petite difficulté pratique, parce que dans ce cas-là, il n'établit pas une facture, mais une note d'auteur. Jusque-là, ce n'est pas un problème. Mais dans sa note d'auteur, comme pour n'importe quelle cession de droit avec un artiste, eh bien, il faudra que la mairie se déclare comme diffuseur, c'est-à-dire que la mairie ouvre un compte diffuseur sur le site de l'URSSAF du Limousin, qui, pour ceux qui ne le savent pas, a remplacé la GESA pour la collecte des cotisations sociales de tous les artistes sur tout le territoire. Hein, même si vous êtes domicilié en Savoie, eh bien, c'est l'URSSAF du Limousin qui va s'occuper de collecter les cotisations sociales. Et même si la mairie n'a plus à retenir entre ses mains ce qu'on appelait avant le précompte, elle doit malgré tout payer. Donc, admettons que la mairie paye 100 € aux vidéastes et des pilotes. Eh bien, sur ces 100 €, elle doit payer en plus et de sa poche ce qu'on appelle une contribution diffuseur, c'est-à-dire 1,10 € qui est payable directement à l'URSSAF du Limousin, ce qu'on appelle les contributions diffuseurs. Ça sert à payer à la fois une partie de la sécurité sociale des artistes et une partie de leur formation professionnelle. Et malheureusement, il n'y a plus d'autre solution que de le payer directement en ligne à l'URSSAF du Limousin. Et donc, ça veut dire en pratique que si le télépilote, qui est artiste photographe, vend, cède des droits sur ces images aériennes à la mairie, dans mon exemple, eh bien la mairie, même pour 1,10 €, si elle lui a payé 100 €, même pour 1,10 €, devra aller se créer ce compte diffuseur et payer ça entre les mains de l'URSSAF du Limousin. Et de ce fait-là, bien souvent, les collectivités territoriales, soit ne connaissent pas du tout le système et n'ont aucune envie de se pencher dessus, soit disent aux photographes: «Écoutez, désolé, c'est trop compliqué, nous on n'a pas le temps», et donc le font pas. Et donc n'achètent pas les images. Malheureusement, c'est incontournable, c'est la loi, on ne peut pas faire autrement. Deuxième possibilité, c'est le télépilote. Ah oui, non, j'oublie aussi la possibilité aussi pour les télépilotes qui sont soit artisans, soit auteurs avec un numéro SIRET, peuvent aussi choisir de donner leurs images gratuitement. Là, il y a aucun problème, il y a pas besoin ni de facture, ni de note d'auteur, et dès lors, il y a pas de difficulté. Je conseille quand même d'être très précis dans le mail, dans les échanges que vous aurez avec la mairie, dans mon exemple, pour bien indiquer de nouveau à quelle fin, ces images peuvent être utilisées, de façon à délimiter votre cession de droit. Deuxième possibilité, donc, si le télépilote n'a pas de statut professionnel d'auteur ou d'artisan, dans ce cas-là, je lui déconseille très sérieusement de vendre des images, parce que la mairie qui veut acheter les images, toujours dans le même exemple, va demander une pièce comptable, sinon elle ne peut pas sortir d'argent, et le non professionnel ne peut pas faire une facture, c'est interdit. D'accord? De la même manière, la mairie ne va pas pouvoir faire un relevé de droit d'auteur comme le ferait par exemple un éditeur, et ça ne marchera pas non plus. En outre, si jamais vous vous mettez en tant que pilote de loisirs à tenter de vendre régulièrement des images à des structures, eh bien, vous pourriez avoir des problèmes avec les autres télépilotes qui, eux, ont créé une entreprise et qui vous reprocheront éventuellement des faits de concurrence déloyale. Donc, si vous n'avez pas de numéro SIRET pour l'exploitation de vos images, je vous déconseille sérieusement de vous mettre à les vendre de manière au moins ponctuelle, et en tout cas pas systématique et régulière, parce que ça pourrait vous attirer des gros. Donc ça, c'était pour la première question. La deuxième question est un petit peu plus brève, enfin beaucoup plus brève, toujours transmise par Fred de Helico Micro, et qui nous dit: «Imaginons que je fasse des images en catégorie ouverte, que je les publie en ligne, donc au vu de tout le monde, ou bien que je les donne ou que je les vende occasionnellement, donc avec tout ce qu'on vient de dire. Est-ce que je dois souscrire une assurance professionnelle liée à l'aérien? Est-ce que c'est conseillé, obligatoire, et cetera?» Et là, je relaisse la parole à Karine au niveau des assurances des pilotes de loisirs. Alors, pour une assurance professionnelle, en fait, ça va être vraiment les opérateurs, professionnels de drone civil qui vont avoir cette obligation avec, la RC Pro, drone spécifique, donc, avec, souscrite sur une assurance Celle dont on générale. avait parlé dans notre bouquin assez longuement. Exactement.
Pour la catégorie ouverte, il faut s'assurer avec son assureur que la pratique du drone est bien prise en compte, mais ça va être vraiment plus pour la partie, pour le vol quoi, en lui-même, pas forcément pour la partie prise de vue. Ben, en fait, il y a pas réellement de réponse à cette question. C'est-à-dire que tant qu'il reste pilote de loisir, il n'est tenu que de l'obligation d'être assuré, donc c'est son assurance RC familiale, j'imagine, ou C'est ça, habitation, le cas échéant, ouais. qui va prendre ça Habitation souvent, ouais. ouais, voilà, qui va prendre ça en compte, quoi, tout simplement. Ouais. Mais il y a pas de spécificité parce qu'il y a des images faites par un pilote de loisir Non. et je crois pas non plus, j'ai rien vu de tel. Non, non, il y a pas de il y a rien qui est prévu en tout cas, Mmh. à ce niveau-là. Effectivement, en dehors de la pratique, du drone en lui-même, en D'accord, elle-même, alors pardon. n'oubliez pas de toute façon que même si vous n'avez pas d'assurance ou qu'elle n'est pas adaptée, dans tous les cas, l'assurance n'est qu'un filet de secours pour la victime. C'est-à-dire que c'est vous, télépilote, qui restez responsable de ce que vous faites avec votre drone, que vous soyez en drone de loisir ou en tant qu'opérateur, professionnel. Donc le 1er responsable qu'on va assigner, s'il y a un dommage, ce sera toujours vous et vous, vous appellerez votre assureur en garantie si jamais vous avez un assureur qui couvre le sinistre. Mais n'oubliez jamais que la question de savoir si oui ou non il existe telle ou telle police ne vous dispense pas de toute façon de votre responsabilité professionnelle. Ça, c'est un grand principe de droit, c'est la responsabilité extra-contractuelle, on ne va pas y déroger en matière de drone. Mais voilà, c'est bon. Karine, tu as quelque chose à rajouter ou? Non, soyez prudents, préparez vos vols, ne faites pas de bêtises, vérifiez les cartes, vérifiez votre matériel, travaillez vos compétences, restez à jour en termes de réglementation. Ça, c'est ce que je Oui, conseille à surtout tous pour mes l'instant, ça bouge beaucoup. stagiaires. Oui, ça. J'ai eu une session la semaine dernière et ils ont bien chauffé, sur la partie réglementation. Mais ouais, c'est important pour que vous OK, puissiez voler, en toute tranquillité d'esprit. génial. Bon, ben, donc je remettrai en lien sous la vidéo, le lien vers le site de Drone Session pour éventuellement faire des formations, encadrées notamment par Karine sur les parties théoriques, le lien vers le blog Hélico Micro de Fred, le lien vers la rubrique spécifique, comme je disais, des articles, prise de vue aérienne du blog Droit et photographie et le lien vers le livre, Checklist, comme ça vous saurez tout. Et voilà, écoutez, bonne lecture, bon vol et à très bientôt. Karine, je vais arrêter l'enregistrement, mais je te garde. À très vite. À Au revoir. bientôt.